Je me souviens plus comment on faisait l'année dernière pour ceux qui pourraient me rafraîchir la mémoire. Il y a du boulot. Mais bon, est-ce qu'on faisait un jour révision et un jour méditation? Ou est-ce qu'on faisait un peu de révision et un peu de méditation tous les jours? Je me souviens plus du tout. Un an qui est passé, ça laisse dans mon souvenir. Un jour méditation. Ouais, il me semble que ça fait beaucoup du 1 heure de méditation quand même. J'ai peur que ce soit trop. Donc, on a fait peu de méditation l'année dernière, effectivement, voilà. On faisait méditation le matin de 9 à 10. Donc là, on commencera demain les méditations quotidiennes, mais ça sera en fait ce qu'on fait d'habitude avec Geshe-la, la pratique quotidienne. Ah, et en plus de ça, vous aurez un quart d'heure pour faire vos pratiques personnelles c'est-à-dire si vous méditez sur Shiné, sur Vipassana, si vous faites les 6 sessions du Guru Yoga, je sais pas, moi, là, chacun aura quand même, on aura une petite plage de 10 minutes pour faire ses petites pratiques perso. Voilà. Et là, ça sera libre, hein. À la fin, quand on absorbe, vous savez, le maître comme ça, on pourra à ce moment-là, je dirais pas, chacun fera ce qu'il voudra. D'accord? C'est clair? Ou on pourra faire comme ça. Et donc, vous pourrez reprendre, par exemple, ce qu'on a vu la veille, par exemple, et méditer sur l'échange de soi sur autrui, par exemple. Vous pouvez aussi intégrer quelque chose. Vous pouvez aussi faire ça. Ce sera en fonction de voilà, de vos pratiques perso. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, Julia m'a demandé de vous dire et de vous demander que à partir sans doute de la rentrée en octobre, à la demande générale, il y a des gens de l'extérieur qui aimeraient bien qu'on guide des méditations le jeudi soir. Et on avait pensé demander à vous, quoi, aux étudiants du Pays-Bas, qui habitaient dans le coin, hein, bien sûr, de venir guider une méditation de niveau, tout niveau, hein, pas forcément bouddhiste. Donc plutôt quelque chose voilà, pour que les gens goûtent un petit peu à la méditation. Et pas, bien sûr, ne vous embarquez pas dans les grandes méditations sur la vacuité, sur les canaux subtils, etc. Juste respiration, un peu du lamrim si vous voulez, mais sans introduire les mots de lamrim, précieuse renaissance humaine, vous savez, tout le côté technique qu'on a bien maintenant assimilé, mais pour des gens forcément nouveaux, c'est pas nécessaire. Plus les amener justement à apprendre, faire connaissance un peu avec leur esprit, quoi, disons. Plutôt des méditations dirigées sur le fonctionnement de l'esprit, sur la nature de l'esprit, enfin bon, c'est une idée, hein, ça peut être. Si vous avez d'autres. Et donc, ce serait bien, ça vous permettrait, vous pouvez les préparer à l'avance, hein, ces méditations, bien sûr, c'est mieux, ça dépend, comme vous faites. Et vous avez le temps d'y penser, et voilà. Même s'il n'y a pas, il y aura pas force, il y aura pas foule, quoique, on ne sait jamais, hein. Mais voilà. Donc, il y a une demande, il y a de la demande pour ça, des gens de l'extérieur qui aimeraient bien qu'on fasse une méditation guidée. Voilà. Donc, si vous avez envie, euh, voilà. Donc, vous envoyez un mail, vous adressez à nadine.com ou direct, voilà, elle vous mettra sur une liste. Et, bon, ça sera peut-être une fois par trimestre ou une par semaine, ça va dépendre du nombre de participants. Mais voilà. Et puis pour vous, je pense que c'est bien, ça vous apprend à guider une méditation. Voilà. Oui. Ça serait ça on n'a pas défini, peut-être 20 heures, oui. 20 heures. À voir, à voir. Si ça peut être 18 heures aussi. Est-ce que ces méditations seront sur Zoom? Ça, je pourrais pas vous dire. On peut voir, c'est à définir.
s'il y a une demande sur Zoom, pourquoi pas? Après, c'est pas des méditations qui rentrent dans un cursus, hein. C'est juste pour des gens de l'extérieur qui ont envie de, voilà, ils ont entendu parler d'un centre bouddhiste, ils savent pas ce que c'est que le bouddhisme, ils veulent pas suivre encore des cursus, voilà. Ils veulent juste venir voir, ils ont envie de méditer. Voilà. Donc, la durée, je pense que ce sera 1 heure maximum, mais avec des pauses, hein, bien sûr. Vous n'allez pas dégoûter les gens, hein. Je ne sais pas, peut-être 1 heure, mais bon, 10 minutes, on fait une pause, on reprend 10 minutes, on peut faire chiner, des choses très 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 simples comme ça. Bouddha Shakyamuni, faire un peu de visualisation, faire un peu de méditation analytique, voilà. Leur montrer les différents aspects de la méditation et qui s'y goûtent un petit peu. Voilà. Voilà, vous savez, voilà, c'est toujours pareil, hein, la méditation analytique, méditation de placement, et puis des visualisations un peu, Shakyamuni, choses comme ça. Ou des mantras. Bon, ouais, pourquoi? C'est un peu délicat, peut-être les mantras, ça dépend. Shakyamuni, il n'y a pas de problème. Mais... Voilà, donc ce qui vous paraît bon est bénéfique aux autres, quoi. Voilà. Hein. À un niveau quand même assez, on va dire, débutant, mais quoi qu'on ne sait pas, hein, parmi les débutants, hein, qui sont très avancés. Voilà. Alors, donc on va faire une petite révision vite fait, hein, parce que il y a des questions déjà des choses qui vous ont peut-être qu'on vous aimerez qu'on discute entre nous ou qu'on clarifie peut-être. Si on peut commencer comme ça, si vous voulez. Tout était clair ce matin, pas de problème. Bon. Donc, Geshe-la a commencé son... Oui. Ah. Comment? Il y a un micro. Merci. Sur la quoi? C'est allumé. Sur la jalousie envers Hmm. soi. La jalousie. Ouais, 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 ouais. Très bien. Euh, oui, donc Geshe a commencé son enseignement en disant que voilà, c'est à partir de la strophe 158, donc qu'on avait vu, donc l'entraînement sur l'égalisation et l'échange de soi pour autrui. Le but du jeu, c'est de s'entraîner à ne plus faire des distinctions entre soi-même et les autres. C'est ça le but du jeu, hein, pour être un bodhisattva. C'est cette voie. Ne plus faire des distinctions, ou en faire le moins possible de distinctions entre soi et les autres. Et donc, pour s'entraîner à percevoir les autres comme soi-même. Voilà, c'est ça un petit peu le truc. Et donc, Shantideva nous propose des techniques pour ça, des techniques un peu psychologiques en intervertissant nos rôles. Et en fait, ce qui est, comme Geshe l'a dit, nous n'avons jamais réussi à faire cette transformation. On est bien d'accord qu'on aimerait bien la faire, mais on n'y est jamais arrivé, hein, plus ou moins. Parce que si on était arrivé, ben, on ne serait pas là. Voilà, on serait déjà Bouddha maintenant. On serait maintenant un Bouddha. Donc c'est la preuve bon, qu'on n'a pas réussi, en fait. Soit on n'était pas intéressé, soit on n'y arrivait pas. Et donc maintenant, c'est maintenant un peu que nous devons nous entraîner à le faire, à faire pivoter un petit peu ces deux choses. Et donc, et de prendre vraiment cette pratique à cœur. Voilà. Pour voilà, essayer de nous défaire complètement du chérissement de soi et de ressentir une profonde estime pour autrui. Alors, qu'est-ce que, pourquoi on n'y arrive pas en fait? Pourquoi on n'y arrive pas? C'est toujours cette même question qui. On a tous envie quand même, hein, de devenir Bouddha. Bon, je ne sais pas si on a envie de devenir Bouddha, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est comme Bouddha, mais en tout cas, on a envie d'être heureux, on a envie de rendre les autres heureux, on aimerait bien voilà, de pouvoir amener les autres à un bonheur et soi-même aussi en même temps. Et
Donc, qu'est-ce que c'est qui fait qu'on n'arrive pas à développer cette profonde estime pour autrui et qu'on est toujours bloqué, coincé dans ce chérissement de soi? Les habitudes, la force de l'habitude, force de l'habitude. On n'arrive pas à se défaire de ses habitudes. Mais pourquoi? Pourquoi? On n'a pas confiance qu'on doit y arriver, ouais, qu'on pourrait y arriver. Ça nous paraît quelque chose de waouh, une montagne à monter. On se dit, mais c'est pas possible. Comment on appelle ça? On appelle ça de la paresse, hein, c'est une des formes de paresse, là. Oh, soit de remettre à plus tard, ce qu'on fait en général, soit de dire, oh ben non, c'est pour les bodhisattvas, ça. Découragement. Le doute, quel doute? Quelle sorte de doute? Ouais. Le doute face à ses propres qualités, ses propres capacités, face à la loi du karma, on pense qu'on est complètement ouais, nul, non? On n'a pas la certitude. Pourquoi la pas certitude? Comment ça, la pas certitude? Oui, je disais que c'est pour moi le doute, c'est dans le sens où on n'a pas acquis de certitude forte face à la loi de la cause et de ses effets. Donc, on n'a pas suffisamment réfléchi, on n'a pas la réalisation de cela. Donc, ça nous empêche d'avoir une éthique irréprochable. Et je pense que le doute, tant qu'on n'a pas enlevé ce doute-là face à cette loi, bah, c'est difficile. Moi, ce que j'entends, ce que tu dis, c'est qu'en fait, puisqu'on n'est pas suffisamment convaincu de la loi du karma, on se dit, mais ces méditations, ça va pas porter ses fruits, vraiment. On voit pas les fruits immédiats, quoi. Ouais. Alors que je pense que si on les fait vraiment sérieusement, on peut en avoir les fruits immédiats et ça peut amener à avoir confiance dans la loi du karma. Mais on a des doutes, ouais, effectivement, par rapport à ça. Parce que peut-être qu'on ne fait pas suffisamment le lien entre la cause et l'effet. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a un problème aussi, c'est la façon dont on se voit soi. Déjà, on se voit complètement faux, c'est complètement illusoire. Déjà, avant de voir les autres, comment on se voit, c'est déjà une sacrée interrogation. En Et général, on se voit comme étant incapable de ce genre de pratique. Ça reste, oui, il y a des bon, perturbations mentales derrière. c'est joli, c'est écrit dans les livres, mais bon, ouais, c'est pour des grands bodhisattvas de haut niveau, voilà, que nous, on n'est pas, on n'est pas Ou on encore. peut être nihiliste aussi. Il n'y a pas que ça. Oui, Si on se voit comme rien et que... comme rien. Ouais, il y a des gens qui se voient comme rien, comme s'ils n'existaient pas presque. Enfin, c'est un petit peu excessif, hein, dépressif. Comment ils se voient? C'est pas comme les autres. À ce moment-là, voir les autres comme soi, c'est Ok. pas évident. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est pas évident. Ouais. Il y a pas de justice, il n'y a pas d'équanimité à ce niveau-là. Mm. Ok. Il y a aussi les conditions matérielles qui peuvent être un frein. Dire, je manque de temps pour pratiquer sérieusement, la vie fait que, et donc ça instille du doute sur notre capacité à y arriver. Si j'étais moine, ou si j'étais là, voilà, j'aurais le temps de faire ça, mais je ne peux pas parce que je dois assumer mon rôle de père de famille. Et je, Je vois aussi même quand on n'est pas père, quand on n'a plus d'enfants à charge et tout ça, on n'a pas plus de temps pour pratiquer le dharma. On a plein d'autres choses à faire encore. Bon. et je crois parce que, bien que nous l'entendions, on n'a pas conscience de ne pas se sentir capable. Ça n'est que récemment qu'une série de souvenirs m'est revenue où mon esprit bloquait. Non, effectivement, c'est pas pour moi, mais c'était pas formulé clairement. Et que, ou que mon esprit disait, non, je veux pas maintenant me mettre en méditation, non, cette pratique est trop longue, et plein de choses qui restent au niveau inconscient. Et donc, Conscient, même d'ailleurs. Quand qui restent au on niveau, n'a pas envie de méditer, on n'a pas envie de méditer. et voilà. Mais on n'est pas conscient qu'on est conscient sur le moment, on est emporté par Ouais. la vague. Justifie ça d'une manière ou d'une autre, Voilà, pas du tout. exactement. Et ça peut se traîner dans notre esprit pendant très très longtemps.
Oui, Guéchéla ce matin disait c'est des petites choses. Et donc je m'interroge parce que c'est des petites choses vraiment pas compliquées, mais on n'arrive pas à les mettre en route. Tu vois, par exemple, dédier son repas, la première bouchée de son repas, la première. Si on faisait ça régulièrement, ce que nous disait Guéchéla ce matin, ça changerait beaucoup de choses. Ouais. Et pour autant, c'est tout simple. Là, ça ne nous demande pas quelque chose de compliqué qu'on n'arrive pas à faire, qu'on n'a pas confiance, tout ça. Et on n'y arrive pas. Pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'on n'y pense pas. Oui, Hein, on n'y pense on pas. n'y pense Et pas. qu'est-ce qui nous manque? La concentration, La concentration et la la- vigilance. l'attention Oui, au présent, en fait. oui, Il semblerait que notre esprit est toujours prisonnier de... Il pense à plein de choses, c'est ça. au passé, au présent, au futur, mais enfin au présent. Mais on n'est pas vraiment dans la conscience de ce qu'on est en train de faire. Souvent, souvent c'est ça. Et c'est ça qui nous manque, en fait, le plus possible, le plus. Hein. Et même dans l'échange de soi pour autrui, en fait, c'est ça, c'est de voir. Je pense que c'est ça qui nous incite à voir Shantideva, justement, dans les moments où on a du bonheur, utiliser ce moment de bonheur qu'on ressent pour le dédier aux autres, par exemple. Hein. Donc, ça suppose, en fait, toutes ces pratiques, en fait, supposent vraiment une grande, grande présence à soi-même. Hein. Une grande conscience de soi, de ses capacités, de soi-même, de l'instant présent. Même pas tellement des capacités, mais de ce qu'on est en train de faire, quoi. Hein. Et d'utiliser en fait notre tout, en fait, tout ce qui se passe, même les sentiments de jalousie ou d'orgueil que l'on peut ressentir à un moment donné, essayer de les transformer pour qu'ils soient bénéfiques aux autres, quoi. Et c'est intéressant dans ces deux strophes parce qu'on utilise deux perturbations mentales, en fait, pour les amener. On est presque dans les tantras, là, vous voyez, où on utilise le négatif pour aider les autres. Tu vois, on est quand même assez proche quand même on va utiliser les perturbations mentales, comme l'orgueil et la jalousie, pour les transformer, en fait. Et c'est des choses qu'on connaît bien, quand même. Hein. Mais au lieu de les... Alors, on les détourne, en fait. On les dirige d'une autre manière. Et ça, je trouve ça, psychologiquement, c'est assez fort quand même. C'est peut-être assez moderne, je ne sais pas. Hein, je ne connais pas trop la psychologie, mais je trouve que c'est quand même assez moderne. Vraiment de sentir quelles sont en fait nos perturbations mentales du moment pour pouvoir les utiliser d'une manière saine, quoi, d'une manière qui ne soit pas tournée, qui n'accroisse pas le chérissement de soi. Parce que la jalousie, en fait, qu'est-ce que ça apporte? En fait, ça apporte, pour soi, ça apporte rien, un sentiment de différence par rapport à l'autre et de se diminuer. Alors que là, plutôt, l'utiliser d'une manière constructive. Ouais. Donc, le premier truc, c'est pour... ouais. Christian, je vais juste préciser qu'il vient renforcer ce qu'a été dit au début, c'est-à-dire les habitudes. Je pense qu'il y a une forme de presque de plaisir de rester dans nos ornières aussi. Je veux le dire aussi. Je vais y penser aussi. Parce qu'en fait, on pense que c'est confortable de rester là où on est et que de faire pivoter notre esprit, ça demande quand même un effort. Et de dire, ah, mais en fait, je suis peut-être pas la personne voilà, qu'on peut. Reste dans la zone de confort. C'est ça. Voilà, Donc, toujours un petit peu cette et tendance. puis d'avoir cette rumination à l'intérieur de nous, de toujours se répéter les mêmes choses, ben, on peut prendre plaisir à ça, en fait. Ah oui, Voilà. ça demande moins d'efforts, en fait, hein, je pense. C'est ça. Euh, Quelle est la définition de l'orgueil, pour revenir un petit peu à des choses basiques? Qu'est-ce que c'est la définition de l'orgueil? C'est un sentiment d'exagération, ouais, 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 exagérer. C'est un sentiment de, comment dire, de plénitude, je crois, ils disent, de se sentir complètement imbu de soi-même, hein, quand on contemple ses richesses, quand on contemple ses qualités, sa jeunesse, enfin tout ce qu'on peut, voilà, et se sentir vraiment un peu voilà, fort et imbu de soi. Ouais, ouais, ouais. Lorsqu'on se sent inférieur, ouais, ouais. C'est de l'orgueil aussi. L'orgueil de se sentir inférieur, mm. C'est une forme d'orgueil. Mm.
Et la jalousie, la définition de la jalousie dans le LORIC, je sais pas, on n'a pas étudié encore le LORIC, mais bon, ça va venir. C'est défini comme dans une profonde, j'ai la définition là, que j'ai trouvée, une profonde perturbation mentale qui ne peut pas tolérer les merveilleux attributs, les merveilleuses qualités de quelqu'un d'autre à cause d'un attachement excessif au gain et à l'honneur. C'est lié à l'attachement et lié à la haine aussi, à l'aversion. Et sa fonction, donc, c'est de créer un malaise mental, hein, et de ne pas être en contact avec le bonheur. Ça nous empêche vraiment de nous sentir heureux à cause de l'orgueil. Alors qu'au contraire, on dirait que l'orgueil, ça nous rend heureux, quoi. On se sent fort, mais en fait, c'est pas la force d'un bodhisattva, l'orgueil, hein. Ça amène pas un courage. Le bodhisattva a besoin de courage, hein, et il n'a pas besoin d'orgueil. Bon, je reviens à Geshe-la. Donc, il disait, jusqu'à présent, nous avons été aussi l'espion de nous-mêmes, à la porte de l'esprit, pour voir si ce que nous allions à vivre était le meilleur pour nous-mêmes. J'ai assez bien aimé cette définition de cette. On est toujours en train de s'espionner soi-même pour voir ce qui est à la porte de. Nous sommes toujours à la porte de notre esprit, de regarder, pour voir ce qu'on pourrait lui apporter de bien, ce qu'on pourrait s'apporter de bien. Et ça me rappelle il y a une citation de Longchenpa où il dit, c'est cité dans les Perles d'Ambroisie, hein, je sais pas il dit, en fait, lorsqu'on coupe du feutre, aucun chien n'est là pour faire l'espion. C'est-à-dire que, euh, il veut dire que quand on fait une activité, un travail où on coupe les Tibétains coupent du feutre pour se faire des bottes, pour se faire des habits et tout ça, les chiens sont pas là. Mais si vous coupez de la viande, ou un morceau de sauce coupée saucisson, vous avez le chien, je connais bien. Ils arrivent à ce moment-là, hein. Comme problème. Et là, c'est comme si le chien était l'espion, en fait, hein. Il espionnait ce que vous êtes en train de faire, hein. Il espionne qu'est-ce que vous êtes en train de couper. Si vous coupez du feu, ça l'intéresse pas. Si vous coupez du saucisson, il va venir tout de suite, hein. Et, je sais pas, c'est un petit peu ça, en fait. On est toujours à l'affût de ce qui peut nous faire du bien à nous, hein, et d'éviter ce qui peut nous faire du mal. De ce qui ne nous intéresse pas, hein, on va laisser passer. Mais toujours être, voilà, être aux aguets pour voir si quelque chose ne pourrait pas se présenter. Voilà. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il faut utiliser cette attitude pour justement, en fait, l'offrir aux autres. C'est-à-dire cette attitude mentale qui est toujours en train de surveiller ce qui pourrait nous faire du bien, eh bien, on va trouver plein de choses, hein. Et à ce moment-là, lorsque cette chose qui nous apparaît comme pouvant nous faire du bien, on va l'utiliser pour l'offrir aux autres. Hmm. Le truc, hein. C'est en fait, ouais, il dit, c'est en fait, quand on, c'était toujours dans Perle d'Ambroisie où il dit ça, quand on, à la vue jusqu'à présent, à la vue des possessions des autres, nourriture, vêtements, bijoux, nous avons toujours eu l'espoir que les autres nous les donnent, hein. Parce que, et là, c'est l'inverse. À la vue de nos possessions à nous, de ce qu'ils ont, eh bien, il faut avoir l'attitude de les donner aux autres. Vous voyez, l'inversion, hein. Ne pas se dire, ah ben, il a une belle voiture ou je sais pas quoi, il a une belle montre, on ne sait rien, ça serait bien s'il pouvait me la donner. On peut utiliser des stratagèmes comme ça pour que l'autre nous, voilà, ou nous offre, il a une belle maison, ah ben, j'irais bien y passer les vacances s'il ne l'occupe pas. Voilà. On est un petit peu à l'affût de ce genre de choses qui pourraient, voilà, qui pourrait nous plaire. Une maison au bord de la mer, là, ouais, en Bretagne, super, on va bien. Il pourrait me la prêter, hein. Et en fait, là, c'est le contraire. C'est voir ce qu'on a de bien, nous, hein. J'ai une belle maison. Et, voilà, et déjà, mentalement, se dire, cette maison, je ne vais pas la garder pour moi, je vais l'offrir aux autres.
hein. Je vais la donner. Donc c'est ça en fait. C'est pour ça qu'il parle d'être l'espion de son esprit, hein. L'espion pour regarder. Dès qu'on a cette attitude de vouloir obtenir quelque chose de quelqu'un, en fait, eh ben, l'inverser. Voir que nous, on a quelque chose dont on jouit et qu'on peut le céder, qu'on peut le donner aux autres. Donc en fait, c'est ça que veut dire cette strophe, c'est s'espionner soi-même pour le compte des autres, hein. C'est pour les autres qu'on s'espionne soi-même. On ne s'espionne pas soi-même pour essayer de gagner quelque chose, un profit, mais on le fait Ouais. pour donner aux autres, hein. Donc ça, c'est l'utilisation de de- au lieu d'être orgueilleux, finalement, de posséder, de se sentir fier parce qu'on possède quelque chose, ça élimine un petit peu cette fierté, puisque en fait, cette chose va nous permettre de pouvoir pratiquer la générosité. Alors, pour la jalousie aussi, c'est le même principe, en fait. En général, on est jaloux des autres, mais là, c'est complètement dingue, en fait, comme histoire. Au lieu de devenir jaloux des autres, on devient jaloux de soi-même. Ça nous paraît complètement dingue, cette histoire. Alors pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, quand le Shantideva s'adressait à des moines, et les moines, disciples du Bouddha, ils avaient une certaine, quand même, un prestige, hein. Les gens, l'époque, les considéraient comme des refuges. Dès qu'on voyait les robes rouges et jaunes, en fait, hein, et même on a encore tendance à ça, à voir des gens qui portent les robes rouges comme à les mettre sur un piédestal. C'est presque des Bouddhas, quoi. Ils ont au moins des réalisations, ça c'est sûr. Bon, on les voit comme des gens un petit peu extraordinaires par rapport à nous qui sommes laïcs. Bon, déjà, ils ont pris des vœux, ce qui est quand même incroyable. Ils vivent dans des vœux, voilà, ils pratiquent plus que nous. Enfin, voilà. Et donc, pour les Tibétains, par exemple, en plus, ces maîtres, c'était des maîtres, quoi. Ils étaient porteurs de bénédictions, hein. Et c'était des protecteurs, en fait, pour beaucoup de Tibétains. Voir des robes rouges, c'était le symbole c'est le symbole du refuge, hein, c'est le symbole de la protection. En plus, ils recevaient beaucoup d'hommages, ils recevaient beaucoup d'offrandes. Voilà, c'est des gens qui ne nuisent pas aux autres, des moines, hein. Donc voilà, au contraire, ils veulent toujours aider. Donc, on peut se sentir quand on est bouddhiste ou moine bouddhiste, on peut se sentir comme ça investi d'un certain prestige, d'une certaine aura. Et puis voilà. Et donc, il avait dit, ben voilà, c'est ça, servez-vous-en pour. Oui, que ce soit les autres qui vont devenir jaloux, pensez que vous-même, vous êtes jaloux de ce que vous possédez, hein. On peut devenir donc jaloux de soi-même, jaloux de c'est ce sentiment de jalousie là, qu'on a défini comme, comme une forme d'infériorité, en fait, hein, de se sentir inférieur. Alors donc là, c'est comme si on se plaçait à la place de quelqu'un d'autre, en fait, comme on avait fait dans les strophes précédentes, pour regarder de plus près, en fait, utiliser cette jalousie d'une manière plus voilà, tournée vers les autres. Et à ce moment-là, c'est bien aussi parce qu'on prend conscience de la jalousie, on prend conscience de ce que ça peut faire de négatif, quoi, en fait, hein. Voilà, donc, désormais, espionnons-nous nous-mêmes pour le compte des autres et emparons-nous de tout ce que nous verrons qui nous appartient pour l'offrir à ceux qui en sont privés et leur être utile. Parce que, ouais, donc, ouais, par rapport à la jalousie, en fait, on se sert de la jalousie pour contrecarrer l'orgueil. C'est ça le truc, hein. La jalousie et l'orgueil, c'est très proche, hein, très très proche, en fait. Et je me souviens, un jour, un ami m'avait fait cette remarque que j'ai trouvée très pertinente, et ça m'est resté. Il a dit, quand on est jaloux de quelqu'un qui est orgueilleux. Si quelqu'un n'est pas orgueilleux, si quelqu'un est humble, on n'éprouve pas de la jalousie en général. On est content, on est en phase. Mais quelqu'un qui est un peu orgueilleux, eh ben, il va provoquer de la jalousie chez les autres, hein. Il provoque la rivalité, oui, la jalousie, la rivalité, c'est très proche, hein, hein, voilà.
Et je trouve que voilà, et donc des perturbations mentales qui sont assez proches. Hein. C'est vrai que l'orgueil, c'est plus tourné vers soi-même. Alors, s'observer, c'est observer ses qualités. La jalousie, c'est plus observer les qualités d'autrui. Et là, en fait, au lieu d'observer les qualités d'autrui, on observe ses propres qualités. Ouais, c'est ça, voilà, échanger soi et autrui aussi, pour mélanger, en fait. C'est ça l'idée que veut faire Chantilly. Il veut qu'on mélange ces notions de moi et autre. Hein. C'est-à-dire la jalousie, c'est à nous-mêmes. L'orgueil, c'est pour les autres. Hein. Et qu'on casse, en fait, ces références qui sont apposées à la jalousie et apposées à l'orgueil. Si bien que la jalousie, elle devient le référent de la jalousie, c'est nous-mêmes, c'est plus l'autre. Hein. Et le référent de l'orgueil, c'est plus nous-mêmes, c'est l'autre. Ouais. C'est assez, je trouve que c'est assez fort quand même de faire si on arrive à le faire. Hein. Voilà. Mais comme on disait, hein, bien sûr, ça doit se faire quand en vraiment en observant son esprit constamment. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ensuite? La strophe 161. Utiliser son bonheur pour renforcer sa bienveillance. Donc, vérifier constamment ce qui se passe dans notre esprit, ouais, c'est toujours la même chose dans le Lojong. Hein. Donc, c'est servir de notre propre bonheur pour renforcer notre bienveillance. Voilà. Je trouve ça assez très fort comme phrase. Hein. Au lieu que notre propre bonheur soit de la suffisance, en fait, et qu'on se sente bah, bien, quoi, on va diriger ce bonheur vers les autres. Et donc, c'est bien parce qu'en fait, ça veut dire aussi c'est une attitude assez saine parce que ce bonheur, il faut en faire pleinement l'expérience. Comme on dit. C'est pas se sentir honteux d'être heureux, hein, de dire oh, mais non, il ne faut pas que je sois heureux. On ne va pas se mortifier dans quelque chose comme si on n'avait pas le droit d'être heureux, quoi, en fait. Hein. C'est complètement faux comme attitude. C'est au contraire justement d'être sentir pleinement ce bonheur et l'utiliser pour développer la bienveillance. Et là encore, on est très proche, en fait, je trouve. Ça nous amène un peu au tantra où le moteur principal du tantra, c'est la félicité. Hein. La félicité, c'est le bonheur puissance 1000. Hein, où justement on fait cette expérience de félicité pour pouvoir être plus à même de réaliser la vacuité et aussi de développer plus de compassion pour les autres. Mm. Pensez aussi que la souffrance des autres, si on pense que la souffrance qu'on voit chez les autres, elle vient de leur karma négatif, forcément, et karma négatif qu'ils ont accumulé à cause de quoi? Du chérissement de soi, hein, comme tout. Ça peut aussi nous amener à vouloir enrayer notre tendance à cultiver le chérissement de soi, en voyant sur les autres les effets dévastateurs hein, que ça peut avoir, que ça amène forcément de la souffrance. Pour nous-mêmes, ben, si on ne le voit pas pour soi, au moins en observant les autres, en observant la souffrance des autres, on peut déjà en avoir une idée, en voir les travers. Hein. Euh, Ah oui, alors conseil très important hein, que nous a donné Geshe-la, pendant cette pratique justement, où on utilise son bonheur pour renforcer sa bienveillance, il faut scruter son esprit pour vérifier si c'est encore le jeu hein, qui a ce désir en fait d'agir en faveur des autres. Hein. Donc c'est toujours voir quelle est la motivation en fait derrière nos actes. Hein. Est-ce que nous sommes en train encore de nourrir un jeu qui est là, sous-jacent, en fait, et qui agit en cachette, quoi, un petit peu, hein, en se donnant des heures de ceci ou de cela, mais en fait, il y a toujours un jeu derrière qui est très pernicieux, et voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Et Geshe a terminé en disant, quand nous disons un mot agréable à quelqu'un, regardons bien pourquoi on le fait. Pourquoi est-ce qu'on voilà. Ouais, est-ce qu'on dit, voilà. Est-ce qu'on envoie des messages, des SMS avec des cœurs, avec ceci, avec cela? Est-ce qu'on espère pas en recevoir un en retour, un petit cœur?
Ou est-ce qu'on fait vraiment ça avec générosité? Hein, faut se servir de ça aussi, hein, quand on envoie des petits messages. Voilà, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce message? Est-ce qu'on attend une gratification, une appréciation au moins de voilà, un sentiment, être reconnu pour ce qu'on envoie à l'autre et ce qu'on aimerait bien recevoir en échange? Et Geshe disait, bon, en fait, il y a toujours un moi hein, derrière ça, forcément, mais c'est essayer de lui donner de moins en moins d'importance, quoi, et donner de plus d'importance à l'autre. C'est toujours pareil. Donc, toujours prendre conscience de ça pour revoir notre attitude, constamment revoir notre attitude et être bien. Alors, est-ce que c'est pas un peu, je sais pas comment dire, toujours, qu'est-ce que vous en pensez? Toujours surveiller son attitude? Est-ce qu'il n'a pas ras-le-bol? On a envie d'être spontané. Mais non, fais attention, attention, attention. C'est peu, non, c'est, quand vous le voyez, c'est, ça peut devenir une seconde nature à un moment. Ça devrait devenir une seconde nature. Mais tant qu'on n'y est pas arrivé, on se dit, mais c'est dur, quoi, de toujours se surveiller. Hein. C'est pour ça que je dis, le bouddhisme, c'est très dur, c'est très difficile, hein, parce qu'on est très exigeant. On est toujours en train. Alors, vous avez dit, ils sont nombrilistes. J'ai entendu dire ça. Les bouddhistes ne pensent qu'à eux-mêmes. J'ai entendu- Ils pensent qu'à eux, parce qu'ils sont toujours en train de s'observer, de se surveiller, voir si. Voilà, et, il y a un peu quelque chose de. On ne fait pas ça, bien sûr, pour. Ça dépend dans quel but c'est fait, quoi. Mais en fait, c'est. De toute façon, il n'y a pas d'autre voie. Hein. Si on veut vraiment se transformer, on est obligé de passer par cette phase d'introspection. Parce que si on ne le fait pas, ben, il n'y a rien qui change. Forcément. Donc même si c'est douloureux, même si c'est difficile, même si c'est pas agréable de faire cette introspection, hein, on a l'impression d'être toujours en autopsychanalyse dans l'histoire. C'est pourtant la voie la voie qui va nous transformer, quoi, hein, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Mais bon, ça peut être, voilà. Oui. Des questions, des réactions? J'ai peut-être oublié des choses que Geshe a dites qui seraient peut-être pertinentes si vous les avez notées, peut-être plus. Ouais, ce sentiment d'approbation, c'est intéressant aussi de bien le surveiller, hein, parce que ça. Et donc, quelle est la cause de cette Geshe l'a donné en fait? C'est quoi la cause de de ce sentiment d'appropriation, d'approbation? L'attachement à cette vie. Ça, c'est le gros morceau. Hein. Si on lâche ça, l'attachement à cette vie, l'attachement au bonheur de cette vie, hein, hein, aux huit dharmas mondains. Et ça va avec le renoncement. Hein. C'est dans les pratiques de la voie intermédiaire hein, qu'elle nous amène la pratique initiale. Tant qu'on aura cet attachement à cette vie, il y aura forcément du chérissement de soi, il y aura forcément ce désir d'approbation, ce désir de. Il y aura toujours des perturbations mentales qui vont le nourrir. Hein. Ce que je trouvais intéressant, ce que disait Geshe-la ce matin aussi, c'est que il disait que quand on donne aussi avec un corps qui est conditionné, des paroles conditionnées, des pensées conditionnées. Donc, ça peut être dangereux pour soi et dangereux aussi pour l'autre, parce qu'on ce n'est pas juste dans la relation du coup. Et Ouais. voilà, c'est juste. Tu peux développer peut-être un peu? Euh, et ce qu'il disait, donc, c'était en quoi c'est dangereux, parce qu'on peut, c'est là où peut être l'excès de zèle, justement. L'excès de Euh, zèle, voilà. et que si on le fait Ça- petit à petit, progressivement, bah, c'est là que ça devient une seconde nature. Parce que quelque chose, quand on fait les choses petit à petit, c'est gratifiant. C'est-à-dire que l'esprit, petit à petit, Hmm. s'habitue Ok. Hmm. à cette Ça- joie voilà, c'est ça. Ça développe de la joie. et ça Le devient. zèle ne développe pas de la joie.
il développe du découragement C'est ça. et peut-être même de l'orgueil. Oui. Hein, on se sentir un peu comme ça. Alors que vouloir être... il faut qu'il y ait de la joie, en fait, effectivement. Ça. Et c'est en commençant des choses petites. Tant que nous n'avons pas gagné en force mentale, hein, on ne peut pas faire semblant d'avoir la force d'un bodhisattva. On ne peut pas faire semblant. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Si vous ne l'avez pas, vous allez vous brûler. Vous allez faire un burn-out. C'est sûr. Vous allez avoir du zèle, du zèle, du zèle, jusqu'à un moment donné où voilà, vous allez vous épuiser. Donc, c'est parce que la barre est trop haute, le niveau est trop haut. Donc, il faut commencer de manière beaucoup plus modeste, hein, comme elle a dit, hein, je crois. Il faut, voilà, pour développer petit à petit cette force mentale. Ça peut prendre beaucoup de temps, hein. Donc, tant que nous n'avons pas gagné en force mentale, nous ne sommes pas capables de tout donner aux autres, d'agir comme des bodhisattvas, hein, parce qu'on n'a pas développé non plus la patience, l'endurance. Hein. Patience, endurance, c'est le même mot en tibétain. L'endurance qui est capable donc de surmonter les épreuves. Et à la première vague, on risque de se faire, voilà, de se noyer. C'est comme un surfeur hein, qui attaque des vagues trop hautes, hein. On va pas passer. Hein. Il faut commencer par les petites vagues. Et dans ces petites vagues, essayer bah voilà, de s'en sortir, quoi. De les surmonter. Et donc, c'est ça. Donc, parce qu'on n'a pas développé la patience capable de prendre les épreuves avec joie. Hein. Et donc, s'il n'y a pas la joie, l'épreuve va nous submerger. Elle va devenir trop forte. Et donc, comme tu dis très bien, Martine, ouais, c'est ça. C'est que le critère, en fait, c'est est-ce qu'il y a de la joie dans ce qu'on est en train de faire? Ou est-ce que c'est trop, trop fort, hein? Donc, il faut s'entraîner à des choses modestes qui ne nous mettent pas en danger. Hein. Comme un surfeur ne va pas attaquer une vague de 30 mètres de haut, hein, tout de suite. Hein. Et la gêne et l'inconfort iront en diminuant, et ainsi, notre esprit pourra devenir plus fort et plus confiant. Sinon, il y aura trop d'inconfort. Voilà. Donc, Geshe nous a fait la requête de mener cet entraînement de façon progressive et de ne pas aller trop vite au risque de se casser une jambe. Voilà, puisque notre corps et notre esprit ne sont pas encore suffisamment stables aussi, une stabilité. Hein. Hmm. Ça me fait penser, je sais pas, ça me vient comme ça. Je suis en train de traduire un livre là, sur les tantras. Hein. Oui, voilà, on parle des stades on commence par le stade de création, après la phase de perfection. Et même dans les niveaux, les phases de perfection, l'esprit n'est pas encore complètement stable. Les pratiques, elles servent à stabiliser l'esprit. Toutes les pratiques, même les pratiques tantriques les plus élevées, si elles sont faites avec un esprit instable, elles amènent beaucoup d'inconfort, beaucoup de gêne, de lung, de choses comme ça, qui perturbent les canaux. Et, voilà. Et là aussi, c'est très très important hein, sur la pratique d'y aller vraiment de façon progressive, sans vouloir viser trop haut tout de suite, parce que là, c'est la lame de fond qui vous renverse. Et donc, je vous disais ça parce qu'en fait, ce mot stabilité, en fait, il est vraiment très très important. Tant que l'esprit n'a pas gagné en stabilité, on ne peut pas s'attaquer à des pratiques qui ne sont pas de notre niveau. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Depuis, et donc, toutes les pratiques amènent en fait à développer cette stabilité. Même ça, en fait, ce qu'on est en train d'étudier là, avec Shantideva, en fait, ça amène de la stabilité. Mine de rien, ou enfin en développant le côté échange de soi pour autrui. On prend on développe de la confiance et ça rend l'esprit plus stable. Ça, c'est vraiment très, très important d'avoir l'esprit stable et puissant. Hein. La puissance et la stabilité, en fait, je pense elles vont de pair. Nous, on pense qu'on a l'esprit puissant, mais en fait, pas du tout, quoi. Hein. On est très, très, très faible. Là. Donc, j'ai fini par disant, ne pas se précipiter dans des abîmes psychologiques dont il serait après difficile de ressortir.
Ça vous évoque quelque chose de précis ou des expériences? Non, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Comment vous le comprenez, ça? De ne pas se précipiter dans des abîmes psychologiques dont il serait difficile de ressortir. Ouais. Je peux dire quelque chose? Qui parle? Sur le Zoom? Ah oui, bien sûr. J'allais vous passer Marie-Laure. la parole sur Zoom. Merci, merci, Ah, parfait. merci. Ben, oui, tu disais tout à l'heure, les phases d'introspection peuvent être dangereuses. Moi, j'ai l'impression de tourner en boucle parce que et de pas pouvoir me détacher de ce jeu puisque c'est ah là j'ai été orgueilleuse, ah là j'ai été ceci, j'ai été cela. Enfin, je suis toujours quelque chose. Hmm. Et puis ben, c'est toujours je quoi. Et voilà. Et j'y arrive pas. Je tourne en boucle. Et tu parlais de burn-out, j'ai pas été loin de faire un burn-out. Au bout d'un moment, Hmm. j'ai lâché prise Hmm. parce que voilà, Il y a des quoi. moments où il faut Comment, lâcher prise, effectivement, hein. mais Mais, comment arriver à passer ce cap, quoi, hmm, du hmm. euh, Ah, c'est une bonne question, hein. cet auto-chérissement qui est terrible, Ouais, qui nous bloque. ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et l'observation de soi, euh, l'observation de son comportement, de ses attitudes, si on est orgueilleux, si on est... Euh, parfois, elle est liée à l'auto-chérissement. Et C'est ça oui, qui est pernicieux dans l'histoire. Et c'est ça qui amène des problèmes, en fait. C'est que, voilà, on l'analyse, mais encore avec un gros ego, enfin, je sais pas voilà, et comme vous le dites, ce jeu je suis orgueilleux, je suis ceci, je suis cela. Et il y a quelque part ouais, il y a un autochérissement qui voudrait en fait ne pas être orgueilleux, qui voudrait ne pas être jaloux, qui voudrait ne pas, voilà, qui voudrait être fort, qui voudrait être au-delà, au-dessus de ceci, au-dessus des perturbations mentales. Mais non, hein. Donc il y a une grande phase d'acceptation, en fait, de dire, en fait, oui, bah oui, je suis orgueilleux. Bah, et là, ça, peut-être qu'on va développer un peu d'autocompassion, en fait, et plutôt que de l'autochérissement, hein. Parce que quand on dit je suis comme ça, c'est qu'on voudrait, voilà, on est, voilà, on se diminue, et là, c'est aussi une forme d'orgueil. On voit pas les choses telles que sont, comme tu disais. On ne se connaît pas soi-même, hein, et puis voilà. Et on a peut-être tendance à se dévaloriser. Mais c'est encore de l'autogérissement, ça, hein, complètement. Et ça, il faut en sortir. Il faut en sortir. Et c'est pratique, là, d'échanger l'autre, et voilà. C'est, c'est- Moi, je pense que, pas pour répondre à votre question, mais je n'ai pas non plus vraiment de grands conseils à donner à personne, c'est vraiment de développer l'autocompassion, hein, à ce moment-là, de voir que, ben oui, on a des limites, et aussi, pour sortir de ce jeu, ben, la meilleure façon de sortir de ce jeu, c'est voilà, de prendre en compte les autres, quoi, hein, de sortir un petit peu de cette carapace et en faisant tonglen, en faisant des pratiques justement où notre esprit, au lieu d'être focalisé sur le jeu, il s'ouvre sur les autres, hein. Ouais, c'est vraiment comme dès qu'on pense à soi, c'est une forme d'entonnoir là, où ça serre ici, c'est vraiment dur, hein. Toute l'énergie, elle vient là, hein. Et au contraire, dès qu'on est tourné vers les autres, c'est au contraire, ça s'ouvre. C'est l'entonnoir à l'envers, en fait. Et l'énergie, elle part, hein. Donc, je crois que c'est quand on sent qu'on est proche du burn-out, c'est vraiment lâcher sortir de cette énergie qui est trop centrée sur soi pour la diriger un peu vers l'extérieur, si on peut. Mais ça encore, c'est encore, hein. Et peut-être aussi, Cérit, peut-être aussi ne pas se prendre trop au sérieux. Oui, oui, Allez, ben, c'est notre gros problème, hein. Quand on est autochérissement, il se prend très au sérieux, ça c'est sûr, hein. Très au sérieux. Ah oui, si on peut voilà, percer le ballon, à partir d'un bon éclat de rire en voyant toute cette illusion, hein, c'est sûr que là, c'est formidable, hein. Ouais, après, il faut que ça soit naturel, il faut que ça se fasse naturellement. Mais parfois, ça le fait, ouais. Oui, je voulais demander si par rapport à ce que disait la question qui était posée, C'était Rite qui parlait, oui. d'accord, d'avant, oui, Ah, d'avant aussi, ouais, pardon. Oui, si c'est pertinent pour
Donc, ma question, c'est est-ce que c'est pertinent pour éviter de trop s'enfoncer lors d'une introspection entre guillemets négative? Est-ce que c'est pertinent d'équilibrer ça par la joie appréciative, par exemple, de se réjouir de choses pour avoir un équilibre et pas être sur une pente descendante? Très bien. La réjouissance, c'est toujours le très bon remède à la dépression et à être trop centré sur soi. Et ouais, merci. À se réjouir de ses qualités, hein, ne pas oublier ses qualités. C'est très important, ouais. Et celles des autres aussi, mais de soi-même, hein, bien sûr. Et ça, on l'oublie, quoi. Ça paraît pas. Pourtant, ils insistent beaucoup, hein. C'est ça qui est créateur de mérite, hein. Créer des mérites, c'est créer cette énergie positive. Et dans la pratique, faut se réjouir d'avoir pu faire cette pratique. Comme Geshe-la, il le dit tous les matins. La Mazopa, il le disait aussi. Insistait beaucoup sur cet aspect de la pratique, de la réjouissance. Mais Robina, oui, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Gendun peut-être aussi, je ne sais pas. Et et réjouissance de ce que l'on ressent sur le moment, parce que quand il y a un instant d'ouverture sur les autres fûts, sur les petits insectes qui nous entourent, etc., eh bien, il y a un instant de bien-être, de rencontrer ces êtres-là au lieu de les éjecter, c'est assez incroyable. On termine par une méditation. Sur ces... Ce sera le mot de la fin. Merci Anne. On va faire une petite méditation. Bon, je vais peut-être déborder un petit peu. On va faire 10 minutes si on peut. Je pensais faire un peu plus, mais bon, on va voir. Donc, vous prenez quelques instants pour calmer l'esprit, en vous concentrant sur la respiration. Essayez au moins de compter 10 cycles respiratoires. Moi, je vous invite à fermer les yeux, à vous laisser porter, vous détendre, laisser votre esprit se calmer, votre corps se détendre. Laissez les tensions au niveau des paupières, au niveau des épaules. Relâchez tout. Respirez profondément et laissez chaque inspiration remplir votre corps, remplir votre esprit aussi de paix. Sentez que chaque inspiration libère des tensions. Et aussi quand on expire aussi, ça libère des tensions. Essayez maintenant de visualiser que vous êtes dans comment dire, un lieu parfait.
le lieu que vous aimez. Ça peut être, je sais pas, une montagne, une plage, une nature luxuriante. On a tous comme ça des paysages mentaux qui qui nous apaisent, dans lesquels on se sent bien. Essayez de vous projeter dans un lieu comme ça, dans un paysage qui vous correspond. Vous pouvez même essayer de ressentir la brise qui caresse votre visage, ressentir la chaleur du soleil. Une chaleur pas trop forte, ou des chances de sentir la fraîcheur qu'apporte la pluie. Et vous laissez peu à peu cette atmosphère paisible vous envahir et vous procurer un sentiment de calme, de sérénité. Maintenant, imaginez qu'en fait, que vous observez votre comportement avec minutie. Essayez de vous voir agir, comment vous vous comportez avec les autres, avec votre famille, avec vos amis, avec des gens que vous aimez moins. Essayez de prendre quelques exemples de comportements que vous avez eus ces temps-ci. Des comportements que vous n'avez pas forcément aimés, au bout de vous-même, mais qui sont comme ça, qui ont été une manière de réagir à certains événements, certaines situations, en raison de conditions, de causes, peu importe. Peut-être que vous êtes énervé contre quelqu'un, vous avez été intolérant et manqué de patience ou autre. Vous avez été négligent, vous avez commis des erreurs, vous avez dit quelque chose que vous n'auriez pas dû dire ou écrire. Et regardez maintenant ce comportement, examinez-le avec bienveillance, avec une bienveillance totale envers vous-même. En essayant d'être vraiment honnête envers soi-même, sans jugement, sans culpabilité, juste en reconnaissant qu'on parfois on fait des erreurs. Et donc, on ne se laisse pas submerger par la tristesse en pensant à ses actions, en pensant qu'elles ont été nuisibles à quelqu'un ou autre. On les accepte sans se laisser submerger par la tristesse ou par la frustration. On les accepte comme des opportunités de croissance, de développement, de transformation.
Maintenant, vous visualisez la lumière, une lumière dorée qui vient du Bouddha, une lumière dorée bienveillante qui vous entoure, qui purifie toutes vos actions passées, présentes. Et sentez cette lumière dorée qui pénètre en vous et qui vous libère de tout sentiment de culpabilité ou de regret. Et vous sentez que cette lumière, elle vous guide vers une nouvelle vision de vous-même. Comme une personne qui a choisi consciemment d'utiliser tous les aspects de sa personnalité, toute expérience vécue pour aider les autres, pour leur apporter du bien-être, de la bienveillance, de la compassion. Que c'est un choix que vous avez fait. Et donc vous pouvez ressentir une grande gratitude pour vous-même, pour cette prise de conscience, pour ce désir sincère de faire le bien. Essayez de ressentir cette gratitude dans le cœur et laissez-la s'étendre dans tout votre être. Et vous vous sentez à ce moment-là léger. Essayez de ressentir cette légèreté qui émane de vous, qu'on n'ait plus un poids à porter sur vos épaules à cause des erreurs passées. Vous laissez juste la gratitude et la compassion envers vous-même et envers les autres. Vous imprégnez totalement. Et ressentez comment cet état d'esprit vous amène de la stabilité, de la paix intérieure, de la clarté. Ressentez que votre esprit est plus clair maintenant, plus stable, plus fort. Et quand on ouvre les yeux, on continue donc à garder cet état d'esprit, cette intention d'agir avec bienveillance et de contribuer au bonheur des autres. Et de le faire avec des toutes petites choses, sans chercher à être un super héros. Un héros pour l'éveil. Donc on se retrouve ce soir à 20 heures pour la pratique de Vajrasattva sur le même lien que les pratiques quotidiennes. Voilà. 20 heures sur Zoom et dans la salle. Voilà. J'ai débordé un petit peu, je suis désolé. Merci Christian.
Ah oui, Mais demain matin, donc c'est en- oui, c'est les pratiques, on commencera les pratiques matinales à 9 heures. À 9 heures, pratique quotidienne, donc on prendra le texte habituel et on fera une méditation personnelle aussi. À 9 heures, de 9 heures à 10 heures. Après, on prend une pause. À 10h30, Geshe-la, jusqu'à midi et demi. Voilà l'horaire. Oui, il y a une question, non? Non, j'ai entendu. Non. Bon, on te disait juste merci, Ah, Christophe. c'est gentil, Sven, c'est gentil, ça. Si, pardon, j'ai une question. Je ne sais pas si vous Ah, m'entendez. j'avais bien. Na- Non, mais là, ça vient juste de venir. C'est par rapport au lien pour les pratiques le matin. Est-ce que c'est le lien des pratiques quotidiennes ou est-ce que c'est le lien Zoom PEBA? C'est le lien des pratiques quotidiennes. Merci.